Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bœuf bourguignon qui nous a transportés aujourd'hui au cœur de Paris. Nous sommes dans le 15e arrondissement où nous allons rencontrer une dame riche, pas que de sa culture, riche aussi de la culture occidentale dans laquelle elle baigne depuis plusieurs années, riche de son parcours bien entendu, riche de ses rencontres, riche de sa famille. Vous allez la découvrir dans quelques secondes, Madame Marie-Thérèse Manga. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, vous êtes en France, vous avez écrit un livre intitulé « Un monde en régression ». C'est un essai que vous avez fait, ça veut dire que vous avez observé et vous avez versé cela sur du papier pour partager avec ceux qui vous suivent. La première question ne va pas être sur ce livre. Je vais vous demander, depuis combien de temps vivez-vous à Paris? 45 ans. 45 ans. Donc depuis je suis en France, je travaille avec les Français depuis 47 ans. Les premières années, c'était quand mon mari était étudiant, oui. Officier d'officier à Melun. J'ai eu ma première fille à Melun, oui. Donc nous sommes rentrés. Après alors, j'ai travaillé, j'ai fait des études, j'ai vu que je n'avais pas suivi un bon cursus. Oui, parce que quand les Africains venaient ici, les Africaines, on leur imposait soit faire le secrétariat, il fallait faire sage-femme, il fallait faire... Et puis, je n'étais pas faite pour être secrétaire. Alors, bien sûr que j'avais les bonnes notes. Quand on me disait que je n'étais pas faite pour ça, moi, je croyais qu'ils étaient racistes en me disant ça. Et quand je suis donc allée travailler, c'était nul. Heureusement que j'étais comptable. Alors, oui, le français qui était mon chef direct, le directeur financier, je lui ai dit, écoutez, s'il vous plaît, vraiment, je ne peux pas faire l'affaire comme secrétaire. Il dit, non, ça m'arrange parce qu'en tant que comptable, vous allez travailler avec moi. Quand j'ai fini mes études, je suis résidente en France et la France m'a envoyé travailler représentant en Afrique. Je dis donc... En Afrique, dans quel pays? En Afrique, on a dit, finalement, le Cameroun est beaucoup plus... Ah d'accord, au Cameroun. Au Cameroun. Mais je devais travailler pour l'Afrique, mais seulement le Cameroun, j'ai préféré d'abord l'Afrique parce que mon mari était là-bas. Qui était aussi votre pays d'origine? Qui est votre pays d'origine? Oui, mon pays d'origine. Alors donc, ça là quand j'ai fini mes études, et comme... il y a des Français qui ils soutiennent l'Afrique. Ils m'ont dit, Marie-Thérèse, quand ils ont vu que j'étais vraiment intelligente, ils ont dit, Marie-Thérèse, surtout ne prenez pas la nationalité française. Surtout. Parce qu'on ne peut pas voler vos biens. Et puis, mais non, il faut dire ce qu'ils ont dit. Et puis, prendre encore votre matière grise. Oula. Je suis l'ami de Aïdjo. Alors, comme ça, il faut, vous allez construire votre pays. Mais je peux me donner le nom, Monsieur Méchéry, qui sont venus proclamer l'indépendance au Cameroun. Il était préfet, ancien préfet en France. Il a fini comme conseiller à la Banque de l'Indochine. Celui qui m'a donc encadré était l'ami intime d'Aïdjo. Et là, il m'a donné des conseils, il dit, vous savez bien travailler pour que vous puissiez aussi, vous aussi, construire votre pays. Donc, il vous a conseillé de garder votre nationalité camerounaise. Oui, il a dit de ne pas prendre la nationalité française. Alors, en 45 ans en France, dans quel domaine avez-vous travaillé en France, sur le territoire français? Non, j'ai travaillé beaucoup plus en Afrique. Beaucoup plus en Afrique? Non, puisque quand je suis sortie de l'école, la première femme africaine, j'ai fait Sorbonne, école de cadre supérieur de commerce, il y avait que 4 femmes, 2 françaises, une allemande et moi, comme seule noire. Alors donc, sur 32 garçons. Alors quand je suis sortie de l'école, et heureusement, comme cadre, ils ne pouvaient pas me trouver un travail de cadre en France. Ça m'a arrangé. Alors donc, madame le haut club. Ah, parce que vous étiez noire, on ne pouvait pas vous trouver un poste de cadre en France, c'est ça? On ne pouvait pas. Parce que vous étiez noire ou bien? Parce que j'étais noire. Si, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que j'étais la meilleure de la classe, mais je n'ai pas pu trouver le stage. Oula. Parce qu'il a fallu, j'ai fait tout, et quand le directeur de la chambre de commerce avait appris ça, c'était un scandale. Notre parrain de promotion, c'était M. Fournier, le PDG de Carrefour. C'est moi. Merci de faire de la pub en passant. Meilleur, et que je n'arrive pas à trouver le stage. Et soit on a imposé une entreprise de me prendre comme stagiaire pour faire mon stage. Sinon, je n'avais pas. Même les derniers qui n'ont même pas pu passer leur examen de sortie, ils n'ont eu des stages, mais pas moi.
Donc le racisme ne commence pas maintenant. Ça, vous êtes déjà dans le fil du sujet, car dans votre livre, vous parlez de racisme, je l'ai bien noté quelque part là. Alors donc, j'ai donc fini mes études. Alors, on a opté que je puisse représenter la France en Afrique. Donc, cadre français, je reprends la marque française en Afrique. Voilà. En Afrique. Et là, comme ça, donc, on m'a donc envoyé travailler en Afrique. Comme ça, de cette façon-là, les choses étaient faciles pour tout le monde. Mais ça m'a arrangé, mon mari était là-bas quand même. Une Africaine en Afrique pour représenter la France, ça arrangeait tout le monde. La France, non, il faut, quand dans la vie, mes enfants, il faut toujours laisser les choses, parce qu'il y a une certaine justice quelque part. Je suis ici, et que mon mari là-bas, ça n'allait pas être un couple. D'accord. Maintenant, pourquoi avez-vous eu envie d'écrire ce livre, Un monde en régression? Un monde en régression, ça veut dire que, d'abord, d'après ce que moi je connais de mes grands-parents, m'avaient intué, les gens, chacun parle camerounais, ceci. Le monde, ça dit que c'est l'humanité. Vous avez beau être au Cameroun et tout ça, l'humanité est unie. Donc, dans l'humanité, donc si on vous a parlé de la pour Babel, pour que vous puissiez vous étendre de toute la terre, il fallait donc que vous, les langues, vous commencez à aller en petits groupes de communauté. Vous comprenez? Donc, quand Madame Manga, moi je travaille, je ne vois que l'humanité. Que ce soit en France, que ce soit au Cameroun, partout, je ne sais pas faire la différence. D'abord au Cameroun, Madame Manga ne connaît pas qui est Tone, qui est Boulou, qui est Kankan. Ah bon? Non. Tous. Il ne doit pas en avoir beaucoup comme vous au Cameroun. Hein? Puisque j'ai des enfants musulmans, j'ai des enfants bouddhistes, j'ai des enfants bamileke. Vos propres enfants? Non, que j'ai adoptés. Vous avez adopté? Oui, j'ai adopté. Vous ne pouvez pas compter les enfants de Madame Manga. Ici en France, j'ai des Japonais qui m'appellent maman, j'ai tout ce qu'un enfant que je trouve qui a des problèmes, qui peut faire quelque chose, je l'adopte et je l'aide. Mais Mère Teresa a certainement trouvé quelqu'un pour lui succéder là. Donc c'est comme ça que je l'aide, parce que chacun de nous, on appelle membre de l'humanité, chacun vient avec un don. Ce n'est pas pour servir Dieu. Parce que quand on a vu, ce que je peux vous dire tout de suite, quand je dis humanité, la Terre, la planète Terre, toutes ces planètes que vous voyez que les Blancs commencent à dire loin, ils ont des dons pour servir la planète Terre. La planète Terre est l'horizon provisoire sur le groupe de la princesse qui est l'humanité. Voilà comment j'ai donc appelé ça. Pour vous, un monde en régression, est-ce que ceci signifie que hier, les choses fonctionnaient mieux qu'aujourd'hui? Moi, la régression veut dire que l'homme est appelé à évoluer. Donc, ça dit que, vous savez, quand on dit, si je parle de Jésus, c'est pas parce que je veux parler de Dieu, c'est parce que il pouvait avoir des avions, mais il marchait à pied. Donc, il fallait attendre chaque chose à son temps. Je veux donc dire que la planète Terre, qui englobe nous sommes tous des membres de l'humanité. Tous les membres de l'humanité. Donc, maintenant, l'humanité doit progresser. C'est-à-dire que quand on dit évolution, on progresse. Pas. Mais si on ne progresse pas, on fait comment? On régresse. Votre essai touche de plein fouet l'actualité, et l'actualité française surtout. Je vais lire ici ce que vous avez écrit. Beaucoup de Français ne comprennent pas les raisons de cette montée de violence qui les surprend. Le terrorisme ne peut être la seule cause. Tous les pays sont actuellement exposés à plusieurs sources de violence. Voilà, vous évoquez le terrorisme. Je suppose que les événements à Charlie Hebdo ou au Karcher de la porte de Vincennes vous ont influencé pour écrire ceci dans votre essai. Est-ce vrai? Je n'ai pas influencé parce que c'est depuis longtemps. J'ai écrit à Chirac en 2001 déjà pour le parler pour de terrorisme. Ah bon? Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on va donc, je leur ai dit qu'ils vont mettre tout ça sur écrit pour qu'on puisse comprendre. Que les Africains aussi, ils sont pas bêtes, ils peuvent réfléchir. Donc le monde, nous sommes tous pareils, c'est pas la peau. Le blanc ne sait pas ça. Donc en 2001, vous allez lire ce que j'ai dit à Chirac en 2000, parce que j'ai la chance, parce que moi, je communique avec eux. Bon. Alors donc maintenant en 2001, j'ai dit que les petits Français, vous avez fait la révolution pour le problème de classe.
Alors maintenant, ces classes, l'esprit de ces sont restés pareil. Donc, ce qui fait que vous, révolution n'a rien donné. Actuellement, ces enfants ils ont subi la discrimination, pas forcément les Noirs. Tous ceux qui ont subi la discrimination, à un moment donné, ils vont finir par être terroristes. Ce que j'ai écrit à Chirac. Donc, vous aurez ça. En 2001, il y a cela 17 ans. J'ai dit ça. À chacun, j'écris à chaque chef d'État qui arrive d'abord, comme vous allez voir ce qu'il y a à Macron. Dès que chaque région, je lui dis voilà. J'écris à tous et je fais avec ce que j'ai dit à Sarkozy, avec les lettres recommandées. Vous allez voir, j'avais raison. Qu'est-ce que vous avez dit à Sarkozy, par exemple? J'ai dit à Sarkozy, c'est bien beau de vouloir être président. Parce que lui, il avait, quand il était ministre de l'Intérieur, là, je lui ai fait parler, écoute, vous voulez absolument être président, attends, on peut être président, mais pas pour l'intérêt de son pays, pour le bonheur de son pays. Parce que ça dépend de ce que vous êtes. C'est pour ça que vous allez voir quand j'ai écrit au président Biya à l'époque, pour le mettre en courant. Moi, j'ai écrit à tout le monde. Vous avez écrit au président Biya, oui. En quelle année? C'était, on va voir ça dans c'était en 80, c'était avant 2000. Avant 2000, donc entre... Quand la lettre est entre 90, j'ai donné à Edouard, il a quand même fini d'aller donner à Edouard quand même. J'ai donné ça même fermé. J'ai donné pour aller donner à Jean Zouai, à Chevêque. Et l'archevêque pour donner au président. C'est comme ça pour que mon dossier puisse arriver. Est-ce qu'il a vraiment reçu? J'ai la copie de la lettre, il est arrivé, lui, il a répondu, il m'a remercié. Qu'est-ce que vous lui avez dit au président? J'ai dit que, parce que moi j'ai connu le président Biya avant qu'il soit président. Oui, évidemment. Lui, il avait sa vie, tout le dimanche, il prend son vélo, il s'en va. Il ne parlait pas. Si vous voulez voir le président quand il était secrétaire général, vous parlez bout le matin, sachez que vous ne voulez même pas s'appeler s'il va vous répondre. Ah bon? Il était isolé. Il y avait deux comme ça, Biya et non. Qui ça? Non, celui qui est mort là, ancien ambassadeur d'ici là. Ferdinand Yono. Ferdinand Yono, ça a dit, il était ici, disait, il à la place du président, il n'était pas là pour recevoir le ministre et tout. Ferdinand Yono. Vous dites que quand on parlait à Biya, en Boulou, il répondait pas. Il était isolé, il était vraiment quelqu'un qui avait fait sa vie comme ça là, il était très fermé, c'était difficile de rentrer chez Biya. Bon, vous pouvez lui parler, mais vous commencez à, vous demandez un service, une audience, vous commencez à parler Boulou. Vous n'aurez rien de Biya. Alors, il fallait qu'on lui parle. Il était neutre. Vous parlez en français, il était neutre. Voilà comment il était. C'est-à-dire qu'il était un type tellement intègre. Tellement intègre. Il était. Est-ce qu'il est toujours? C'est ça que j'ai écrit dans la lettre. J'ai dit que vous étiez. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous êtes l'homme intègre que vous étiez. C'était. Voilà. D'accord. Je n'ai pas peur de dire quelque chose, j'ai peur. Et lorsque vous lui avez écrit, c'était donc pour lui reprocher d'avoir perdu son intégrité? Je lui ai dit que, écoutez, monsieur le président, quand vous êtes avec, vous n'êtes pas obligé d'aimer Dieu ou de croire en Dieu, mais seulement, nous, c'est lui qui nous a créés, tout ce qu'on avait lui appartient. Si donc maintenant, au lieu de quitter votre espace, chacun de nous a son espace, vous allez donc maintenant prendre la responsabilité de gérer de tout le monde. Donc, il faut faire très attention parce que celui qui est derrière, il va donc, ce n'est plus pour toi. Donc maintenant, il faut donc savoir que vous devez suivre uniquement la parole, ce n'est pas Dieu, la parole de Dieu, c'est-à-dire suivre ce que Dieu veut pour pouvoir gérer. Alors donc, je lui ai donc dit que maintenant, ce qui vous arrive, vous ne comprenez pas. L'homme intègre que vous étiez, c'était parce que c'est Dieu. On est juste, on est Dieu parce que Dieu le fait. Mais Dieu peut aussi, si tu n'es pas avec Dieu, tu ne te le connais plus. Madame Anga, je suis désolé, je suis journaliste, je dois vous poser des questions. Donc même si cela vous choque, non, ça ne me choque pas. Souffrez de répondre à cette question. Non, je ne sais jamais choqué. Madame Anga n'est jamais choquée. Pour vous, aujourd'hui, est-ce que M. Biya est resté l'homme intègre qu'il était lorsqu'il n'était pas président? En tout cas, ce qui arrive là-bas, c'est ce que j'ai dit d'avance. Oui, mais... On m'avait demandé, attends, quand il y avait la crise au Cameroun. À quelle année ça? Quand il y avait tellement de crises il y a crise économique. Crise économique qui a commencé en 1987. Alors donc maintenant, moi, avant la crise, moi je leur dis il y aura une crise.
J'ai dit, les gens, les grands responsables, ça dit, nous sommes la haute classe. Il dit, vos enfants ne risquent de ne même pas avoir de place dans les temps à venir. Parce que vous les nourrissez comme des poulets de ferme. Ils ne savent pas gratter, vous donner. Moi, je crois que si vous continuez comme ça, là, vous n'aurez pas l'avenir dans le Cameroun qui vient. Alors, donc, il y aura une grande crise. Donc, moi, en ce qui me concerne, je préfère que mes enfants aient à apprendre à gratter eux-mêmes. Voilà ce que j'ai dit. Alors, donc, quand il y a eu la crise, j'ai donc dit, n'est-ce pas, j'ai dit ça. Madame Manga, vous ne répondez pas à ma question. Vous répondez à côté. Je vais vous la reposer. Comment? Pour vous, est-ce que M. Biya est resté l'homme intègre qu'il était avant de devenir président de la République? Voilà ma question. Voilà le président, après avoir fait, j'ai déjà écrit cette lettre là-bas, on a fermé Biya pendant 30 ans. Oh, qui? Non, ça dit que Dieu lui a fermé. Pendant 30 ans. Donc le mal du Cameroun, c'est la faute de Dieu? Laissez-moi, non, c'est pas... Dieu quand même que... Vous pouvez m'empêcher. Est-ce que M. Biya est toujours intègre aujourd'hui? Est-ce que M. Biya est toujours intègre comme l'homme qu'il était avant de devenir président? C'est la 4e fois que je pose cette question, Madame Manga. Monsieur Biya, ce qu'on reproche à M. Biya, c'est son travail. C'est son travail. Parce qu'il est plus suivi de nous, de gérer le pays, les biens du pays et tout. Mais maintenant, ça n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait. M. Biya n'a pas fait le travail. Le travail n'a pas été fait. Écoutez. Or, quand j'ai écrit sur ça. J'ai dit que un travail qui demande, même si j'ai dit même à Sarkozy et tout ça, le travail qui demande beaucoup de personnes ne peut pas faire avec un poignet d'individus. Maintenant, ce que Biya a fait, que c'est arrivé Biya, je vais donc vous dire, vous voulez savoir. Oui, le public veut savoir, c'est pas moi. Quand Biya travaille avec Ahidjo, vous comprenez? Donc je vais vous dire ça. Vous voulez savoir. C'est le problème de Biya. Biya travaille avec, comme je dis, comme il était là. Le ministre de la coopération française, je savais, me dit, Madame Manga, je suis allée au Cameroun travailler avec Ahidjo. Il m'a demandé de travailler, aller voir Biya. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Tous les dossiers, c'était comme s'ils avaient par cœur. Monsieur Biya, ils n'avaient pas cœur les dossiers. Et je connaissais tous les dossiers. Alors le président de la coopération, il me dit, alors j'ai dit, mais c'est pas possible, le président a une chance. Il dit, non, comme avec sa voix qu'il avait, je ne fais que mon travail. Qu'il a dit au ministre de la coopération. Vous comprenez? Française, oui. Française. Bon, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était vraiment fidèle à son travail. Avec moi je connais, puisque j'allais, quand je vais à la présidence, on dit, vous pouvez faire un ministre pouvait faire 3 mois sans se faire recevoir par Beba. Donc maintenant, quand Madame Manga, on dit à Madame arrive au Cameroun, Beba dit, est-ce que vous pouvez passer hier? On dit que Madame Manga arrive à la présidence. Donc, je connais ce qui s'est passé à l'Influence si je parle, parce que moi, je parle, c'est pas comme elle dit. Donc, le Biya, Ahidjo, ils ont fait des projets. Bon, quand il est donc arrivé que Ahidjo savait qu'il devait quitter, bon, on ne parlait pas de ça. Il a voulu faire, je crois qu'il a voulu faire, qu'il a voulu faire comme Boutine. Donc, il met son premier ministre devient président. Président. Voilà. Ahidjo veut comme il se met derrière. Et Biya devant pour continuer en travail en équipe pour ces projets qu'il y avait. Pourquoi? Parce que Biya était fâché quand il est venu 2 fois de suite demander la révision de l'accord avec la France. La révision des accords? Oui, j'étais en faculté. Ahidjo est venu 2 fois une révision des accords. Il avait signé les accords. Il ne savait pas, il n'était pas... Quand Ndjé Malim avait refusé de signer. Mais lui, il a signé, et les Arabes à l'Algérie ont dit, mais tu as fait une bêtise. Voilà où nous sommes en guerre avec les Français, parce que Ahidjo, quand il voit là, il est donc en tant que faire sa fierté. Il vient donc une première fois, il dit qu'on se dise l'accord. La langue française est une bonne langue diplomatique. Donc tu peux dire la même chose 4 fois, mais la même chose. Ahidjo voit que ça n'a pas donné. Je viens de faire l'expérience là, car vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Bon, maintenant, il vient une 2e fois, toujours pareil. Ahidjo se fâche à là. Et quand on lui annonce que les coopérants qui venaient au Cameroun, c'était des gens fabriqués comme ça, ils n'avaient pas de niveau, Ahidjo, avec la coopération, voilà donc. Donc maintenant, Ahidjo, quand il veut donc, on va d'abord, vous savez, le problème d'essence. Il avait donné pour demander à avoir le pétrole chez nous. Il n'avait rien dit, bon, il arrive alors. Même pas 3 mois, on a déjà trouvé. Quand on a donc commencé avec le pétrole, il dit que
vous devez vous contenter de l'agriculture et tout. L'argent du pétrole, ça va se jouer autre chose. Voilà. Là, vous me baladez, Madame Manga. Donc, c'est ça. Alors, non, je parle de Abidjan. Non, on a dit Abidjan. On va rester à Abidjan. Vous voulez savoir c'est l'actualité. Non, vous voulez Abidjan. Donc, Abidjan, il fait donc, il va travailler avec son ancien patron, va passer. Voilà. Maintenant, Ahidjo, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme le plus fiable. L'homme avec qui il a plus confiance. Oui. Ils ont fait le travail ensemble. Oui. Suivez bien, mes enfants. Donc maintenant, alors quand il voit que ça ne va pas, on ne va pas le voir. Pourquoi ça ne va pas aller tout pour continuer. Donc, c'est pour ça qu'il a mis Biya. Et là, maintenant, il dit donc que Biya prend sa place, comme il a dit. Tout à fait. L'environnement qui pouvait être content. Puisque Biya n'avait pas de contact avec les gens. Ah, comme il était très isolé, il fréquentait pas les gens. Il n'avait pas d'amis à qui que ce soit. Il était isolé. J'ai une photo, lui, il était très ami avec Augustin Konchoukoumeni. J'ai une photo d'eux en train de boire. Regardez cette photo, ils boivent au carrefour. Non, dans nos propres, je parle de professionnels. Écoutez-moi. Donc, Ahidjo, puisque vous savez que même avec Ahidjo, vous savez leur histoire. Donc, il y a, voilà, si dans la nuit, les gens font n'importe quoi la nuit, et que tout vous mettez à la journée, vous savez ce que vous allez voir? Voilà. Donc, sans crier, regarde, tout le monde, personne ne pouvait s'attendre à ça. On dit que Biya est président. Vous savez, moi, les gens n'ont pas aimé, c'est ça? Je vous dis que c'était quelque chose. Moi, je suis femme d'officier. Oui. C'était ce que... Parce que nous, on ne fait pas la politique. Allez, donnez-nous quelques noms des gens qui étaient mécontents. Allez, citez-nous quelques noms. Les gens qui étaient avec lui, qui ont fait le séminaire avec lui... Qui, par exemple? Bon, citez des morts. Comme ça, on n'aura pas de souci. Qui? Vous voulez que je vous aide? Est-ce que M. Aïssim Vondo était content? Bon, après alors, non, Aïssim Vondo par là, il m'a dit, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe parce que moi je suis arrivé, j'ai dit comment? Le président est président. Mais c'est encore avec la garde d'Ahidjo. Oui. Et tout ça, mais ça ne se comprend pas. Il dit, Marie, tu poses une mauvaise question. Demande, est-ce que Ahidjo a donné, est-ce que le président Biya est président? Est-ce qu'Ahidjo est parti? J'ai dit, moi je ne sais pas, moi je ne peux pas comprendre. Ça, c'est Aïssim Vondo qui le dit. Qui me dit comme ça là. Il dit, pose la bonne question parce qu'on ne comprend pas. Moi aussi je ne comprends pas. Est-ce que Bello Bouba était content? Bon. Alors maintenant, les choses vont commencer. Les choses vont se passer. Chaque jour, Biya s'en va au lac travailler avec Ahidjo. Chaque jour. Une fois que Biya était déjà président. Il était président, je dis chaque jour. Il s'en va travailler. Puisque c'est mon beau-frère qui était Sabaleko. Qui était en train. Le papa des musiciens. Oui, c'est la femme, c'est le mari de ma cousine. Ah d'accord. Donc je connais ce que je parle, je n'ai pas peur des choses parce que j'ai dit des choses que je peux prouver. Vous avez vécu cela? J'ai vécu ça. Donc maintenant, chaque matin, chaque jour, il descend au lac travailler avec eux. Puisque la présidence n'était pas loin de... Et voilà là-bas. Bon, après maintenant, il s'en va, il appelle peut-être Zabal, il s'en va. Alors ça veut dire, je ne comprends pas. Les deux patrons travaillent ensemble. Mais, il me demande, qu'est-ce que ton patron a dit quoi? Le président a dit quoi? Et il lui demande, il a dit quoi? Il dit, moi je comprends pas. Il dit, mais toi tu le dis, si tu ne mens pas, si tu dis à l'autre ce que l'autre a dit, ça ne te regarde pas. Je dis, je ne comprends pas. Je dis, laisse, ne t'occupe pas. Voilà comment il s'est fait. Les choses vont se regarder maintenant quand la maman d'Ahidjo meurt. Suivez bien. Ça c'était en quelle année ça? 83? Non, elle venait, oui. 83, je crois bien. Ahidjo meurt. Quand ils travaillent ensemble, Ahidjo demande donc au président Biya que il voudrait aller faire des examens de contrôle de sa santé. Il dit, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Bon, maintenant, pour l'avion. Maintenant, là, le président Ahidjo, Maman Ahidjo meurt. On se met sur la route. Je vous parler seulement des choses où j'étais. Vous vous mettez sur la route? Tout le monde se mettait sur la route parce que le président va passer. Parce que le président Biya va passer. Ahidjo est parti et au nord, pour sa maman qui est morte. Oui. Moi j'étais devant la course centrale, c'est là que j'attendais. C'est toujours le cas aujourd'hui donc. C'est pas changé. on attend. Et puis en plus, c'était quand même vicieux parce que d'habitude je ne me mettais pas jamais sur la route. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je me mets sur la route. Et puis, jusqu'à 17h, oui. Et ça m'a 16 ans, on a dit qu'on doit faire partir les gens, ne doivent pas. Le président Biya ne va pas passer. On est donc rentré. Pourquoi? On ne peut pas nous dire sur la route.
Mais moi, j'aimerais savoir, parce que j'ai quand même attendu. Oui. Je veux donc savoir, je demande à Sabal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous a mis sur la rue? Je m'ai entendu. Je dis à Marie, le problème c'est que, donc entre-temps, les Mataga et tous le groupe là, qui sont même contre Biya, qui n'aimaient pas qu'ils sont allés le voir, dire, mais tu es président. Tu vas encore, si toutes les vieilles personnes qui vont, les vieilles dames qui vont mourir, si tu vas aller à ces deuils, on va convaincre Biya de ne pas aller au deuil de la maman d'Aïdjo. Aïe, 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 aïe. Donc, et lui aussi, il attend. Oh. Lui, croit que ça me reprend, on le reprochait qu'il n'était pas bien avec les gens. Pour Biya, c'est une façon d'essayer d'être bien avec eux. Il va commencer à acheter leur... Et c'est à partir de la non-participation aux obsèques de la maman d'Aïdjo que les choses se gâtent entre les deux hommes. Je commence là, j'ai gâté. Là, maintenant, Aïdjo finit d'intéresser sa main, parce que pour les nordistes, c'est vite fait. Il revient alors tranquillement. Bon, après donc Biya, il dit que... Il remarque que Biya ne descend plus. Oui. Ne descend plus. Il est obligé d'appeler au téléphone que... Mais monsieur le président, je vous avais dit que j'aimerais aller... aux obsèques de ma mère. Pour l'avion. Quand est-ce que je peux avoir l'avion de... Ah oui, pour les examens de santé. Oui. Biya, il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Il dit oui, j'ai compris. Il ne dit pas à telle date que l'avion... Aïdjo, attends. Entre-temps, Ouadjili et les quelques nordistes qui étaient là, ils vont donc au lac. Ils disent que, oui, surtout on a toujours accusé les métiers. Hein. On était bien, maintenant ils ont une attitude maintenant qu'on ne comprend pas. Quand Aïdjo avait le pouvoir, il faisait passer à tout le monde. Maintenant, il commence à faire une attitude, voilà, moi j'étais pas là-bas. Je vous dis. Discriminatoire. Voilà, il commence à se plaindre. Et tout, et ça accuse alors l'attitude des gens. Aïdjo lui dit que vous avez un patron, vous travaillez avec votre patron, et c'est ça. Je ne dis pas autre chose. Ouadjili dit ça à Ouadjili. Vous avez entendu que Ouadjili était parti au lac avec le groupe. Qu'est-ce qu'il attendait, je ne sais pas. Donc, il a répondu comme ça là. Bon, maintenant, mais il ne donne pas l'avion Aïdjo pour aller faire, pas toujours l'avion. Alors Aïdjo a dit que, monsieur le président, bon, comme moi c'est mon rendez-vous, est-ce que je peux au moins sortir avec un simple avion? Il dit oui, ce n'est pas grave. Oh. Donc, Aïdjo prend alors le combi. Votre maman était là quand Aïdjo a monté dans le combi. C'est dommage que je n'ai pas pris l'avion ce jour-là. Le combi, c'était un avion notre gros avion, le Boeing, notre Boeing. Qui faisait la ligne. Il a pris la ligne simple. Il est monté, c'est ce jour-là qu'Aïdjo est parti pour toujours, qu'on a pu vu Aïdjo au Cameroun. Il est parti, il n'est pas revenu. Il n'est plus revenu. Une question simple. Est-ce que Biya l'a empêché de revenir au Cameroun? Est-ce que Biya a empêché M. Aïdjo de revenir au Cameroun? Donc M. Aïdjo a décidé de rester en Europe tout seul. Attendez, il est parti, les choses sont gâtées. Après, quand il était parti, laissez-moi alors terminer. D'accord. Aïdjo est parti supposé aller faire son traitement. Son bilan, oui. Voilà alors les choses qui commencent. Il y avait donc, vous savez que, bon, on ne peut pas cacher, quand il y avait le nordiste au pouvoir, les gens, tu donnes ta femme à un nordiste pour coucher avec. Tu donnes ta fille. Oui, parce qu'ils veulent des postes. Les gens qui voulaient des postes donnaient leurs épouses aux nordistes qui étaient proches du pouvoir. Les gens recevaient, mais comme on disait que c'est au pouvoir des nordistes, mais seulement, c'était pas seulement les nordistes, il y avait aussi d'autres. Oui, mais quand on pense, quand on a fait le pouvoir, on a dit plutôt que c'était aux nordistes qu'on donnait, mais on donnait aussi à d'autres, pour quelqu'un qui veut monter au pouvoir. Les gens qui voulaient un poste envoyaient leurs épouses coucher avec ceux qui étaient au pouvoir. Pour acheter le... C'était comme ça que c'est passé. On vous dit, c'est ça, écoutez bien. Ouais. C'est ça, si le pomme, il se commence à sembler. Et maintenant que les choses ont changé, si le type qui, peut-être, qui t'enculait ou tout ça, le jour au lendemain, en le terme français, on dit comme ça là, le jour au lendemain, il devient, il devient ton chauffeur, par exemple. Et toi, tu es déjà patron. Vous savez ce que ça fait? Même si le gars tu es comme ça, tu vois ce que ça fait. Même s'il n'a rien fait, le gars seulement, il sait comment... Wow. Les relations... bref, le pouvoir change de camp. Et les gens qui sont humiliés,
Vous savez ce qu'ils ressentent. Prendre leur revanche. Non, c'est pas de revanche, on ne parle pas de revanche. La honte même. La honte, pourquoi on parle d'abord de revanche? La honte de ce que vous avez été humilié sans savoir chez nous, chez le boulevard du Nord. Donc, aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui est demain. Donc, ils ne savaient pas que ça allait se passer comme ça. Maintenant, les rôles sont inversés. On n'a même pas encore enlevé que ce soit, mais déjà, le fait de savoir que ceci, cela. Je vous donne comme exemple, on peut le dire. Tu sais que quand un officier supérieur qui est au Cameroun, il était au nord, chaque matin, il allait au bureau, il allait d'abord chez la maman d'Aïjo, comme si c'était son ordonnance. Pourquoi faire? Alors qu'il était officier supérieur. Vous comprenez? Pourquoi faire? Est-ce que maman est appelée aussi maman? Est-ce que maman a besoin de quelque chose? Est-ce que c'est ça là? Alors maintenant, quand les choses changent, la première des choses, que cet officier-là, quand il ne se sent pas, Ali Bandolo, qui est dans votre secteur-là, il était à Boubabele, non? Parce que chacun, il s'en va au nord. Henri Bandolo qui a été ministre de l'information et de la culture. Chaque fois. Maintenant, quand les pommes sont gâtées, le livre qui est écrit, est-ce que c'est normal ce que le livre qui a écrit? Non, moi je vous pose la question là. Moi je parle, ce que moi, Madame Manga, c'est moi je m'engage sur ce que j'ai dit. Voilà donc comment les choses ont commencé à se gâter. Donc ce qui a amené au coup d'État. Vous comprenez? Le coup d'État, oui, Agis, tu as fait cela. Bon, maintenant il y a des gens qui sont au Cameroun là. Madame Manga, c'est tous ses passeports. Quand ils viennent, ils disent qu'ils viennent en France, ils travaillent déjà à ils passaient tous en Suisse. Ils veulent aller faire quoi en Suisse? Donc, qu'est-ce que vous avez fait en Suisse? Attendez, je vais donc vous le dire. Quand on entend Aïe en Suisse, vous faites ces choses, pour ça. Mais tous, vous allez voir, si on prend leur passeport, ils allaient en Suisse. Alors on me dit, Madame Manga, viens. C'était un responsable sénégalais, il dit, viens, Madame Manga. Vous allez voir, moi, je suis fait le retour en Suisse. J'ai vu les gens qui allaient en Suisse pour demander à Aïe de reprendre le poste, les gens sont... De reprendre le pouvoir au Cameroun. Le pouvoir. Ils sont là. D'accord. Bon, maintenant, il a dit que allez travailler avec lui. Vous allez travailler, vous avez un travail à faire. Tout ce qu'on vous raconte, essayez de prendre avec. Donc voilà, donc maintenant arrivé alors, moi j'étais 3 jours avant le coup d'État, j'étais voir chez Issa Chiroma? Non, Issa, le commandant de mon mari qui était dans le coup d'État. Vous savez, j'étais gamin à l'époque, j'étais bébé, j'allais en CE1 ou CE2, donc je ne peux pas rester ici. Dans le coup d'État, il était officier. L'officier. Salih Ibrahim, c'est le commandant de mon mari. Salah Ibrahim. Salih Ibrahim, c'est le commandant de promotion de mon mari. Sa femme, on l'a amené une femme qui n'avait même pas encore 11 ans. Et c'est moi qui ai dormi et s'occuper de cette fille-là. On l'a amenée pour qu'elle n'épouse pas une fille de l'Ouest, ou bien de... D'ailleurs. Voilà. Donc on lui a amené cette petite fille. Il était colonel, non? Salah Ibrahim. À un moment de mourir, oui. Oui, avant de mourir, il était Salah Ibrahim. Donc avec son agent, c'était donc Douala Msango, c'est ça? Donc maintenant, alors, avant, comme c'est sa fille, j'appelais sa femme, c'était ma fille. C'est moi qui ai fait tout et tout. Donc... quand j'arrive dans la Yaoundé, je suis donc allé le voir. J'ai mangé avec quelques temps avant que ça, je suis mangé. Il était un peu triste. Salah Ibrahim était triste. J'ai dit que si elle dit non, Marie, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu ne veux pas que je vienne manger demain? Comment tu fais ça? Je vois qu'il n'était vraiment pas bien. Bon, on a causé, j'ai lié, c'est moi qui liais tout avec sa femme et tout et tout. Je suis venu rentrer à Douala. Nous, on était à Douala. Bon, il semble que le truc était déjà parce que Claude Mekassa, mon cousin, avait déjà dénoncé qu'il y a un problème de coup d'État qui se prépare, on lui a dit. Bon, après on a dit que c'est faux, il a essayé de tromper, voilà. Et quand on a dit ça la deuxième fois, il a dit qu'il ne dit plus rien. D'accord. Voilà donc le coup d'État qui est donc, on va donc attaquer, voilà. J'ai une question précise à vous poser. Je vous supplie de me donner une réponse précise. Est-ce que M. Amadou Ahidjo avait commandité ce coup d'État? Est-ce qu'à un seul moment, M. Amadou Ahidjo a incité les gens de sa région du nord du Cameroun à commettre un coup d'État? Pourquoi? Je vous réponds pourquoi. J'ai dit non, pourquoi? Parce que Ahidjo n'était pas les nordistes n'étaient pas contents qu'on mette Ahidjo. Quand on parle des gens qui sont morts... Ils n'étaient pas contents qu'on mette Biya ou...
Ahidjo. Attends, je parle déjà Ahidjo. Parce que Ahidjo, c'est un bâtard. Les nordistes, les nordistes ne sont pas le bâtard, un enfant bâtard. Quand vous dites Ahidjo était un enfant bâtard, ça signifie quoi? Oui, ça veut dire qu'il est d'un père inconnu. Ah, donc son papa était inconnu. Donc les nordistes, les enfants de Lamido, on ne peut même pas rentrer chez le Lamido. C'est un esclave. Donc maintenant, quand Ahidjo, donc, lui, il est venu au centre-sud. C'est le père de Nanawa qui l'a donc élevé en quelque sorte. Le père de Nana? Nanawa, non. Il venait jouer le football, machin, il a fait l'école et tout. Ahidjo parlait étonne. Donc il était donc avec les autres, c'est comme ça qu'il a donc été avec les autres là. Et donc maintenant, quand on dit qu'il nomme, on le nomme quoi? Président. Tu savais que le Cameroun était noir. Nous, on ne savait même pas que les nordistes, parce que les nordistes, on voyait seulement ceux qui vendaient les bœufs. On ne savait pas que les nordistes étaient des gens comme ça là. Une fille de Betty ne pouvait pas sortir avec les nordistes parce qu'elle avait des puces. On les appelait les Nyakaoussa, c'est bien ça, hein? Ils donnaient toujours d'or, ils avaient donc des puces. Oui. Donc maintenant, ce n'est que ces Aoussa qu'on connaissait. Et quand ils avaient dans le machin d'Aoussa, ils trouvaient un ami de là-bas. Mais on ne savait pas que les Aoussa étaient des gens tellement civilisés parce qu'ils allaient à l'Arabie Saoudite et tout ça. Quand on demande maintenant les Lamido, parce que c'est là-bas qu'on paye, on paye les étoiles, même comme les banalités. On paye tout chez le chef et tout. Cette histoire de payer les impôts et tout ça, les nordistes ne connaissent pas ça. Et maintenant, donc Ahidjo nomme alors, ils ne veulent pas. On a tué des Aoussa. Vous parlez seulement, on a tué des Céciles. Les nordistes, ils ont été morts. Vous ne pouvez pas connaître. Tué par qui? Par Ahidjo? Non, c'est pas Ahidjo. Par l'armée. Par l'armée? Oui, quand on a l'armée. Ahidjo, le chef de l'armée en ce moment-là, quand il est président. Non, ça veut dire que quand on a donné. Vous savez, avant d'avoir l'indépendance, oui, il fallait former l'armée. Oui. Ils n'étaient pas encore bien, mais c'est encore les Français qui faisaient tout. C'est pour ça que j'ai dit à l'Assemblée que quand on a mis une après, il y a encore eu le terrorisme beaucoup plus parce que les Camerounais ne voulaient pas les Français. Les Français ont tué beaucoup de Camerounais pour nous empêcher l'indépendance. Comment vous voulez, on nous dit qu'il faut encore que ce soit eux-là qui viennent travailler avec nous. Eux, ils ne pouvaient pas comprendre ça. Donc, Ahidjo avait le problème de langue parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc, ils ont gardé comme conseil technique et puis ce sont eux qui nous ont donné le poste de toute façon. Oui, ils l'ont démocratiquement nommé et démocratiquement. Mais c'est Mbida qui était Premier ministre. André-Marie Mbida. Avant, quand il vient ici en France pour dire, voilà, mais comment? Mon pays, je veux indépendance, c'est vous qui me donnez ce que je dois faire pour mon pays. Je peux travailler avec vous comme je peux travailler avec n'importe qui, en bonne et tonne. On a dit non, je ne veux rien signer. Et quand tu es arrivé à Douala, on l'a mis aux arrêts. On prend donc Ahidjo qui est hors son vice. Comprenez? Ahidjo ne connaît même pas. Un peu ce qui s'est passé au Gabon, quoi. Oh, ça va, en France. Non, un peu Ahidjo, un peu comme ça s'est passé au Gabon. On enlève Léon, on le met. Alors, Ahidjo est donc là. Mais c'est quand Ahidjo commence à avoir le contact avec ses nordistes, quand ils vont en machin, il dit, tu as fait les Français, tu vas voir, tu as vendu ton pays. Tu n'auras pas d'indépendance parce que les sœurs, voilà. Si nous sommes en guerre avec les Français et tout. Ahidjo, on commence donc à comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, ça va être avec les Français. Tous les Français sont des conseils techniques maintenant. Les militaires. Je ne suis pas certain, ça a beaucoup changé, mais bon. Les militaires, moi je suis du côté des militaires. Mon mari est le premier des officiers qui sont arrivés au Cameroun. Donc pour eux, il n'y a pas de problème, même si tu n'as que le certificat d'études primaires. On travaille dans l'armée. D'accord. Donc maintenant, alors Ahidjo, donc les Français, quand on commence à les tuer, on forme alors des gens, des magistrats comme ça, de toutes pièces, pour pouvoir. Parce qu'ils n'ont plus le droit, ils ne peuvent pas tuer les Français, les Africains qui les tuent. Donc, on a formé des machins 6 mois comme ça. Pour les machins qui, quoi? Qu'est-ce que c'est? Le tribunal militaire était formé avec des moyens de rien du tout. Les enfants qui ont 6 mois de stage, on dit qu'ils sont des magistrats. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas compétence à juger? Non, parce que la France n'avait pas le droit. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils n'ont pas le droit. Ils sont dans des conseils techniques. Il faut donc maintenant, pour se défendre, donc maintenant, si donc on parle de terroristes, on les tue. Parce qu'ils ont tué un blanc, par exemple.
Donc, voilà donc comment ça se passait. Moi, je l'ai répété ici à l'Assemblée, j'ai dit ça. À l'Assemblée nationale Oui, française. moi j'ai dit. Quand on a fait redevenir les relations entre l'Afrique et la France, on n'a pas dit la France et le Cameroun. Mais ils vont mettre le problème du Cameroun en main et les Moussous sont fâchés. Et c'est pourquoi j'ai dit ça, tout ce que je vous dis là. Bien. Alors donc maintenant, c'est donc l'armée était donc les Français. Ils ont donc allé tuer les musulmans qui ne voulaient pas se rallier. À Ijo. Vous voyez? Bon, à un moment donné, alors, il est donc parti, on avait réuni, dit, écoutez, je sais comment votre problème, mais sachez que vous pouvez nommer vos enfants qui vont venir, donc les Ayatou, les Moussa Yaya, là, voilà comment ils ont pris pour faire la paix avec les Lamido. Les Lamido, vous comprenez? Ils sont donc venus. C'est comme ça, les Yaouaïsat. Voilà, ils ne pouvaient pas quitter, ils étaient éternels. Ils ne pouvaient même pas les bouger. Parce que pour eux, ils sont convaincus que ce sont eux qui commandent. Qui ont légitimé le pouvoir d'Aïjo. Voilà. Donc, ils sont donc venus. Voilà à peu près comment ça se passait. Donc, maintenant, Aïjo ne pouvait pas, n'avait pas d'assises, n'avait pas de... Au nord, c'est pour vous dire qu'il n'avait pas... D'assises là-bas. Et donc, ce qui fait, quand il prend le pouvoir, il donne les billets. Vous voyez un peu? Et si vous voyez un peu? Les nordistes ne sont pas contents une fois de plus. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas comprendre ça. Mais ce que vous venez d'expliquer là, je vous avoue qu'à mon âge, je ne savais pas que les musulmans avaient été contre l'arrivée, la nomination d'Amadou Ahidjo en 1958 comme Premier ministre puis comme président. Il était tué. Un type comme Ahidjo, on dit qu'il va le commander. Un Malamido. Donc Ahidjo, Biya était donc normal quand il parle maintenant. Biya, c'est la trahison ça. Il prend au lieu de donner à Moussa Yaya, au lieu de donner à Yaya tous les autres, ou à Belouba, et va donner donc à Biya. Donc c'est vraiment une rupture avec eux. Il a presque rendu le pouvoir à son frère Betty, puisque lui-même il est homme, n'est-ce pas? Donc ce sont des choses que vous ne pourrez jamais connaître parce que c'est pour ça qu'on dit, quand on déforme l'histoire d'un pays, c'est comme un crime. Bon, mais quand vous voulez aller fouiller dans les archives centre Boubourg, à un moment donné, on va vous sortir ça, vous allez lire tout ça dedans. Ne vous inquiétez pas. Le français, le blanc, lui, est bien. Il garde il ne peut pas sortir tout de suite, il garde tout dedans.